Je le disais en introduction, 2020, c'est un CA qui fait x10. Ouais, on fait 1,4 en 2019 et 15 millions en 2020. 15 millions. Et tu disais qu'en 2019, c'était sur les 4 derniers mois de l'année que vous aviez fait 90% du chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez retrouvé cette configuration-là en 2020 on a fait 10 millions sur les 4 derniers mois. Ouais. Ouais, donc on a très bien marché sur les 4 derniers mois aussi. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de la mode et des ventes privées dans leur version 2021. Mon invité du jour est Édouard Caraco, cofondateur de The Braderie. Lancée en janvier 2019, la start-up aborde une approche plus responsable de la mode en proposant une sélection de produits invendus de marques savamment choisies comme Sandro, Vanessa Bruno ou Zadig et Voltaire. L'idée est de miser sur la qualité plus que sur la quantité en n'organisant qu'une vente par jour. La cible de The Braderie, ce sont les jeunes. Et grâce à ce positionnement marché, la non moins jeune entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par 10 en 2020. Mais avant d'entrer plus en détail dans l'aventure avec Édouard, nous parlerons du marché et des tendances des consommateurs dans le secteur de la mode et du prêt-à-porter. Nous poursuivrons sur l'entreprise de Braderie afin de bien comprendre son positionnement concurrentiel, sa proposition de valeur et comment elle exécute ses opérations. Enfin, nous aborderons la relation client et dans le cas qui nous occupe, nous ferons un gros focus sur les réseaux sociaux, si bien maîtrisés par les équipes de mon invité. Mais avant de commencer, Édouard, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Édouard Caraco, j'ai 27 ans et je suis le cofondateur de The Braderie que j'ai lancé donc, il y a 2 ans et demi maintenant avec Timothée Ligné, mon meilleur pote depuis qu'on a 10 ans. Si je dois raconter The Braderie, je suis obligé de raconter un peu nos destins croisés avec Tim parce qu'on a grandi ensemble et fait le même collège-lycée à Paris. Puis on est parti étudier ensemble à Londres, à la London School of Economics. On a monté une première boîte pendant... À Londres, t'es en quelle année Vous partez en quelle année Juste pour qu'on resitue. Il y a 9 ans, donc en 2012, ouais, 2012-2013. Ok. On monte une première boîte pendant nos études de Airbnb Management. Donc rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais un peu le même process intellectuel entrepreneurial, très pragmatique et rationnel. C'est un peu les débuts de Airbnb à l'époque en Europe. Nous, on utilise Airbnb pour rentabiliser nos loyers londoniens qui sont très chers. Et on voit que c'est très compliqué de gérer Airbnb quand tu n'es pas là, la gestion des clés, accueillir les gens, faire le ménage, etc. Donc on se dit qu'il manque un pan à ce business du Airbnb et on monte une agence de gestion locative d'Airbnb qu'on appelait Kiwi à l'époque, KEYWEEE.com. C'était pour payer le nom de domaine le moins cher possible et tu rajoutes un E et tout de suite les prix s'affaissent. Et on lance ça fonctionne très bien. On a jusqu'à 50 appartements sous gestion pendant nos études. Donc on passe plus de temps à faire le ménage qu'à étudier. Non, mais c'est vraiment vous qui faisiez tout ça. En fait, on avait des femmes de ménage qui nous aidaient aussi pas mal, mais objectivement, on a quand même énormément nettoyé. On était très jeunes, donc on avait 18-19 ans, première aventure entrepreneuriale, une sorte de joyeux bordel dans lequel, avec Tim, on a découvert, et je pense c'est notre addiction à l'entrepreneuriat. Et, qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce que toi tu retiens de cette première expérience entrepreneuriale ? Déjà, le fait qu'avec Tim, on s'entend très très bien dans le travail. Je pense que c'est le truc qu'on a. Ouais, parce que c'est vrai, copain d'enfance, c'est pas forcément ça rime pas associé. obligatoirement avec associé, exactement.
Et tu vois, on se dit, ok, bon, bah, objectivement, si ça se passe encore si bien aujourd'hui, c'est parce que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble là-dessus, sur différents projets. Et ça nous a aussi appris le fait que c'était très important de structurer et d'organiser des business. À l'époque, on n'avait pas la maturité nécessaire pour le faire, mais on n'a pas répété cette erreur sur les business qu'on a montés de par la suite. Mais à la fin de nos études, on a décidé d'arrêter Kiwi pour aller apprendre dans des grands groupes. Donc Tim est parti bosser chez JP Morgan en Fusac. Moi, j'ai bossé chez Amazon dans la partie marketplace, toujours à Londres. Très vite, moi, j'ai pas du tout accroché avec ce système en fait de très grosses boîtes. C'était pas fait pour moi, ça correspondait pas à mon comportement, avec ce que j'aimais. Surtout que j'avais déjà précédemment bossé. Enfin, j'étais plus heureux, si je caricature, à nettoyer des chiottes d'appartements dont je m'occupais que de bosser chez Amazon dans une forme de confort qui ne me convenait pas pour l'âge que j'avais à l'époque. Donc très vite, j'ai décidé de quitter Amazon pour me relancer dans une entreprise, dans une aventure entrepreneuriale. À ce moment-là, je me suis rapproché de trois autres associés pour cofonder une boîte qui s'appelle Wing de logistique e-commerce. Et très vite, en fait, on en parlait avec Tim. Il y avait une évidence pour que Tim quitte aussi JP Morgan et ensemble, on a monté Wing. Donc Wing, c'est quoi la proposition de valeur de Wing? Très clairement, c'était il y a 5-6 ans maintenant, je pense. Il y a explosion du e-commerce et les logisticiens restent très peu modernes. Et pas connectés avec les CRM, les CMS, pardon, pas modernisés en fait. Les logisticiens restaient un métier assez old school et il y avait besoin de le moderniser. Il y avait des boîtes aux US qui cartonnaient là-dessus. Et donc on a cofondé ça et ça s'est très bien développé. Donc c'est un soft? Non, c'était juste un logisticien modernisé, donc connecté avec vraiment les back-office des marques avec lesquelles on voulait travailler. Et à l'origine, notre vision, c'était qu'il y avait... Donc là, on est vraiment dans la logistique. La logistique pure et dure, entrepôt. Alors ouais, on avait des entrepôts. Et en fait, à l'époque, notre vision aussi, c'était de beaucoup aider les petits e-commerçants qui se développaient et qui, beaucoup d'entre eux, en fait, avaient des magasins dans les villes et utilisaient le stock qu'ils avaient dans leurs magasins pour leurs expéditions e-commerce. Donc nous, on faisait des relèves tous les soirs. On allait récupérer le stock dans les petits magasins qui étaient nos clients. On rapatriait ça dans notre entrepôt central. On emballait ça pour nos clients. Préparation de commande. Exactement. D'accord. Et en fait, on négociait des tarifs préférentiels avec la Poste parce qu'on centralisait le volume sur un point. Et ces économies d'échelle dont on bénéficiait, on en faisait bénéficier nos clients. Ce qui faisait que quasiment sans rien faire, ils se retrouvaient avec un coût équivalent de s'ils le faisaient eux-mêmes. D'accord. Parce qu'on leur faisait gagner de l'argent sur les prix du transport. C'est une boîte qu'on a honnêtement bien développée pendant 2 ans et demi. Un de nos plus gros clients à l'époque, c'était venteprivé.com, donc VP. Et là, on est revenu en France ou vous êtes C'était entre Paris et Londres encore à cette époque. Un de nos plus gros clients est VP, alors à ce moment-là sur la France. Et je dirais que c'est là qu'avec Tim, on est tombé amoureux de VP déjà parce que c'est une boîte exceptionnelle. C'est quand même, on peut être très fier de savoir que c'est des Français qui ont inventé ce modèle, qui a été copié dans le monde entier, mais bon, c'est une équipe de 3 Français, Jacques-Antoine Granjon et ses associés qui l'ont monté. Et nous, on voit une opportunité de marché parce que pour arriver là où ils sont arrivés, donc ils font plus de 4 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui. Aujourd'hui, ils lancent 60-70 ventes par jour avec des univers de marques complètement disparates. Et nous, on parlait à la fois avec VP, à la fois avec les marques. Et les marques nous remontaient quasiment unanimement. VP, c'est très bien pour déstocker massivement vos produits. En revanche, pour protéger l'image des marques, c'est moins bon qu'avant. Donc nous, on part de ce postulat-là avec Tim. On décide de quitter la boîte de logistique pour se lancer dans ce métier. Vous la liquidez? Non, nos associés ont continué. Nous, on est partis en bonne et due forme. Donc elle existe toujours? Elle existe toujours. Nous, on a gardé nos parts qu'on a vendues il y a 1 an et demi maintenant. D'accord. Mais quand on est parti, on a conservé nos parts. Et quand on a lancé The Braindery, on avait encore des parts chez Wing. Et donc, on n'a même pas pu utiliser l'argent de la revente pour le financement de The Braindery, mais c'est pas grave. Et en revanche, donc, on part de ce postulat-là. Et quand on commence à réfléchir d'une feuille blanche avec Tim sur comment est-ce qu'on va permettre aux marques de vendre leurs anciennes collections en protégeant leur image, c'est vraiment le credo sur lequel on s'est lancé. Il y a Instagram qui s'est lancé en parallèle sur le e-commerce. Et on a vu une forme d'alignement des étoiles où nous, on veut protéger l'image des marques. Instagram, c'est le réseau du beau. On veut faire des ventes éphémères parce qu'on y croit à ce modèle de ne pas exposer les marques pendant trop longtemps en réduction. Et on veut vraiment continuer sur l'événementialisation de nos ventes. Et Instagram, c'est du contenu éphémère avec les stories. Et le troisième point, et tu l'as mentionné dans l'introduction, qui est devenu et continue d'être vraiment notre point différenciant et notre point fort, ça a été notre capacité d'attirer une communauté très jeune, de 18-35 ans, 27 ans, c'est l'âge moyen de nos acheteuses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on vend à nos marques partenaires, c'est pas seulement de vendre leurs anciennes collections, c'est surtout d'utiliser leurs anciennes collections pour rajeunir leur audience.
Et c'est complètement dans l'air du temps parce que toutes les marques veulent avoir accès à cette communauté-là. Et nous, c'est une communauté qui nous fait confiance, qui fait qu'aujourd'hui, on est en avril 2021 et on a à peu près 280 000 followers sur Instagram. C'est une. On va revenir sur tout ça. Parfait, on en discutera. Merci beaucoup pour cette introduction, pour bien comprendre, malgré ton jeune âge, 27 ans, tu ne peux pas avoir plus de 10 ans d'expérience, hein, c'est mathématique, et tu as déjà retiré un certain nombre d'enseignements, et puis finalement, tu es déjà à ta 3e aventure entrepreneuriale, donc tu ne perds pas de temps. Avant qu'on revienne sur le fonctionnement de The Braderie, comment finalement Tim et toi vous l'avez vraiment créé, parce que quand on se lance, on est au four et au moulin, et je pense que même 2 ans et quelques après le lancement, vous devez encore être pas mal au four et au moulin. En effet. On va revenir sur tout ça. J'aimerais bien que tu me parles un peu du marché, parce que finalement vous existez parce qu'il y a un marché. Bien sûr. Le marché de la mode et du prêt-à-porter. Est-ce que c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut le définir ? Comment, toi finalement, professionnel de ce secteur, tu l'interprètes au printemps 2021 ? Alors, c'est un marché qui est en renouvellement. Tu vois, objectivement, il y avait déjà cette transition du monde physique au monde e-commerce qui était entamée avant, au monde digital, qui commençait à s'entamer avant le Covid et qui s'est accéléré avec le Covid, évidemment, avec tous les magasins qui étaient fermés. Et donc des marques qui ont dû se réinventer. Nous, on vient accompagner les marques dans cette manière de se réinventer, parce qu'en fait, si les marques se réinventent, c'est pour aller s'adresser à une communauté plus jeune. Oui, justement, les consommateurs. Vraiment... Parle-moi plutôt des consommateurs. D'accord. Comment vous les percevez ? Est-ce que... tu vois, on dit que le consommateur aujourd'hui, de façon générale, pas forcément appliqué à la mode et au prêt-à-porter, et tu vas me dire un peu comment tu perçois ça, il y a des tendances nouvelles qui émergent. Il veut acheter plus responsable, donc il est très... les critères de durabilité, de responsabilité, RSE, sont des critères qui sont de plus en plus présents dans sa décision d'achat. Bien sûr. Il y a en même temps une sensibilité au prix qui est évidente, qui est toujours là, et parce que il y a et qui est plus forte d'ailleurs en ligne qu'en physique, parce que tout est disponible en ligne, donc on va avoir encore plus envie d'aller chercher un prix intéressant. C'est vrai, et de façon générale, il y a cette sensibilité au prix. Parce que crise sanitaire égale crise économique, donc baisse du pouvoir d'achat, donc on fait gaffe au prix. Et puis, il y a les sujets de seconde main qui explosent. Donc, toi, sur la mode, comment c'est quoi les signaux, c'est quoi ce que tu vois ? Est-ce que la tranche d'âge que tu vises se comporte comme l'ensemble ? Ouais, c'est très intéressant. Et je pense que tu vois, il y a des lames de fond que tu as très bien identifiées, comme la responsabilité, la durabilité, la transparence qui est demandée. Mais il y a un point très important que tu n'as pas mentionné, c'est la notion du plaisir. Mm-hmm. Nous, on travaille dans la mode, dans du luxe accessible, on ne vend pas des basiques. Tu vois. Nous, ce qu'on va vendre, c'est vraiment aussi cette notion du plaisir. Et c'est vraiment intrinsèque à notre modèle. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne vend plus que de la vente, de la mode, on fait aussi de la cosmétique, on fait aussi de la déco, on fait aussi du lifestyle. Il y a vraiment cette notion du plaisir que nous on met en avant, et ça c'est uniquement demandé par notre communauté parce que nous on a la chance de s'être développé sur un réseau social, donc on pose tout le temps des questions à notre communauté. Quelles sont les marques que vous voulez retrouver ? Est-ce que vous avez aimé ces ventes là ? Si oui, pourquoi ? Sinon, tu t'adaptes au marché, mais je reviens, excuse-moi d'être un peu insistant sur les consommateurs. Déjà, tu me dis c'est plutôt des consommatrices. Alors nous quelle est la différence de comportement entre les hommes et les femmes ? Alors bien sûr, il y en a 85% féminins, donc tu vois, les 15% masculins, il y a un panier moyen plus élevé, ils reviennent sur certaines marques, mais nous, on a moins d'offres pour les hommes, donc c'est deux choses c'est un peu comparé à Apple and Oranges, tu vois, parce qu'on n'a pas les mêmes critères sur ces différents segments. En revanche, sur la femme de 18 à 35 ans aujourd'hui, nous, on commence à avoir, le marché qu'on identifie, c'est les femmes, elles veulent consommer mieux, elles veulent potentiellement consommer de façon beaucoup plus transparente. C'est la raison pour laquelle on raconte l'histoire des marques avec lesquelles on travaille. Elles veulent... Tu vois, nous, il y a une offre qui est pléthorique parce qu'il y a tous les ans, il y a énormément de marques qui se lancent. Nous, on n'a pas cette proposition de valeur de proposer toutes les marques. On considère qu'on propose uniquement les plus belles. Il y a cette demande de curation qui est très importante sur la communauté qu'on va targeter. D'accord. Et il y a cette prise de conscience écologique qui est évidente.
il y a une prise de conscience écologique, mais qui est à 360. La mode fait partie des prises de conscience, mais au quotidien, notre cliente, elle a pris conscience des effets néfastes que l'homme peut avoir sur l'écologie. Et nous, justement, ce qu'on va essayer de proposer à nos clientes, c'est le fait de dire qu'on vend les anciennes collections des marques. C'est la vérité. Nous, on vend des stocks qui sont endormis dans les entrepôts des marques. On les récupère, on les remet en beauté à travers des shootings, des gros efforts marketing, pour qu'en fait, nos clientes achètent des produits qui ont déjà été produits. Nous, on peut dire quand même que là, sur le mois d'avril, on rentrera peut-être un peu plus dans les détails dans les chiffres, mais on a un peu plus de 40 000 commandes sur le mois d'avril, donc on doit avoir à peu près vendu à peu près 60 000 produits. Il n'y a pas un produit qui a été produit pour The Braderie. C'est 60 000 produits. Non, mais bien sûr, qui était déjà là. Donc en fait, on répond bien à cette problématique de prise de conscience écologique. Je veux acheter mieux, je veux acheter potentiellement moins, mais des plus belles marques, des plus beaux produits, mieux ciblés. Et je veux qu'on me raconte qu'est-ce que c'est que cette marque. Pourquoi cette marque et pas une autre? Qu'est-ce qui différencie cette marque de celle-ci? Et nous, c'est ce qu'on sait faire. Et justement, les consommatrices, parce que c'est majoritairement d'elles dont il s'agit quand on parle de mode, sont-elles fidèles à une marque? Ou alors, le critère, il n'est pas forcément lié à la marque, mais plutôt à l'histoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que finalement, il n'y a pas de problème pour aller acheter un sac d'une marque et puis un pantalon d'une autre et puis un haut encore d'une autre? Parce que finalement, c'est les histoires, c'est le momentum qui les intéresse. Ou alors, quand elles ont commencé à acheter quelque chose dans une marque, elles vont garder une forme d'émotion par rapport à cette marque et être fidèles. Alors, je pense, moi, que nos clientes ont des marques de prédilection. En revanche, ce qu'elles adorent, c'est aussi notre capacité à leur mettre en avant des marques qu'elles ne connaissent pas. D'accord. En fait, c'est ce mix entre à la fois proposer des marques très connues qu'on retrouve sur toutes les high street, genre les SMCP, Zadig, qui sont des marques magnifiques que tu as mentionnées, mais aussi, tu vois, là, on a lancé une marque la semaine dernière qui s'appelle La Gamme. C'est la marque madrilène que toutes les filles à Madrid s'arrachent, très peu connue en France, développée par une influenceuse là-bas. Ça a super bien fonctionné chez nous. C'est vraiment ce mix entre des marques qu'elles connaissent déjà et des marques qu'elles ne connaissent pas, qu'elles veulent qu'on leur mette en avant. Et c'est, je pense, la notion centrale, c'est le plaisir. Ok, donc ça c'est clair. Maintenant que tu nous as un peu pitché le marché, comment ça fonctionne, moi je vais revenir un petit peu en arrière, on rembobine. On est en 2019, début 2019, je reviens sur donc là maintenant The Braderie, comment ça, tu nous as expliqué comment l'idée était née avec Tim. Exactement. Maintenant, il faut se lancer. Par où vous prenez le bout, comment on commence? Ce qui est difficile, ce qui est difficile dans notre métier, c'est qu'au début, on n'a rien. Parce qu'on n'a pas de marque et pas de clients. Donc, les marques viennent chercher des clients et les clients viennent chercher des marques. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tu vois. Mais nous, on a toujours su que c'était un métier de l'offre. Le vrai sujet de notre métier, c'est comment est-ce qu'on va réussir à mettre la main sur le meilleur stock des meilleures marques au meilleur prix. C'est vraiment comme ça qu'on doit le résumer. Donc, on a tout de suite pris le pari de se diriger vers les marques. Et donc, on a eu de la chance, c'est que dans notre boîte précédente de logistique, on avait déjà été en contact avec beaucoup de marques pour leur offrir des services logistiques. Et on a toqué à la porte de toutes les marques qu'on connaissait. Et en leur demandant, non pas en leur offrant un service, mais en étant un peu à la manière que tu le fais, d'être très à l'écoute, tu vois. On allait voir les marques, on leur disait, voilà nous notre vision, comment est-ce qu'on peut l'adapter à vos besoins? Donc, on a construit en fait The Braderie à l'écoute des marques avec lesquelles on avait envie de travailler. Et alors après, il y a des marques qui... Là, tu leur dis aux marques, voilà le concept qu'on veut mettre en place. Vous le travaillez avec eux. On travaille sur quelque chose. On travaille sur un nouveau modèle de déstockage. Est-ce que vous auriez 30 minutes à nous accorder? On peut venir quand vous voulez, où vous voulez. Il y a 10 mecs qui vont dire, je ne suis pas dispo. Il y a un mec qui va dire, ok, viens à mon bureau ce soir à 18h30. Ok. Et là, ces mecs-là qui nous ont dit, alors là, je le resitue, c'est à 100 mètres d'ici. On est rue du Mail dans nos bureaux. C'est rue Réaumur. Chez Gérard Darel et le groupe Gérard Darel Pablo, c'est David Marbani et Laurent Gerby qui nous ont reçus et avec qui on a réfléchi à comment est-ce qu'on allait pouvoir offrir un service vraiment le plus près possible des besoins des marques. Et avec le temps, ils nous ont fait confiance et on a Laurence Benhamoud là-bas qui est comme une maman de The Braderie, parce que c'est la première à nous avoir fait confiance, à nous avoir confié du stock, alors même qu'à l'époque, objectivement, il n'y avait aucun intérêt pour eux de nous faire confiance, parce qu'ils nous ont peut-être confié 50 ou 100 pièces.
pour des marques aussi Quand prestigieuses. tu dis que celle-ci. confier, ça veut dire qu'en fait, ils vous donnent mandat de les vendre, mais elles restent bien chez elles. Exactement, c'est du conditionnel. Donc ils ont pris le risque de tenter ce braderie, alors même que ce qu'ils allaient pouvoir gagner, c'est qu'on leur vende 30 pièces. Pour eux, honnêtement, c'est très négligeable. Ouais. C'est juste que moi, et le conseil que je pourrais donner s'il y a des gens qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment croire à la disponibilité des gens pour aider des jeunes projets. En fait, nous, tout au long de The Braderie, on l'est encore aujourd'hui, enfin, moi je passe mon temps avec des personnalités que je veux rencontrer parce que j'ai besoin d'avoir leur expertise. Et en fait, très clairement, je leur demande est-ce que vous êtes disponible, je viens quand vous voulez, où vous voulez, voici ma liste de questions, très clair. Et le nombre de personnes qui nous ont aidés dans le développement de The Braderie, mais c'est énorme. Honnêtement, si c'était juste... Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est qu'il faut oser aller voir les autres et arrêter de croire que les autres on n'a rien à faire de toi. Il y en a, les portes sont loin d'être fermées en fait. Sont loin d'être fermées et c'est vrai que c'est finalement en osant qu'on y arrive. Je peux que confirmer cette théorie puisque sans avoir appliqué ce concept, il y a la moitié des invités de mon podcast qui ne seraient jamais venus. Ouais. Donc faut oser. Et d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai fait avec toi en t'envoyant un petit message après avoir rencontré l'une de tes stagiaires, Camille, qu'on salue ici. Très bien. Donc tu commences et là il faut quand même développer un site. Alors nous là-dessus avec Tim on n'avait pas d'argent et pas de connaissances tech. Donc on a mis 3 000 € chacun dans le business et ni Tim ni moi ne savent écrire une ligne de code. Mais aujourd'hui on est dans un monde exceptionnel pour le e-commerce, c'est que tu peux monter un site sans savoir écrire une ligne de code et sans avoir d'argent pour développer un site. Donc on a regardé shopify.com qui te mettent à disposition des templates. On n'avait même pas les moyens de s'acheter un template payant. Donc on a pris un template gratuit et on a fait comme une sorte de click and drop. Alors Tim est très très fort là-dessus, il faut le dire, parce qu'il avait, je pense, quand même le M&A chez JP Morgan lui avait appris une rigueur de travail forte et cette capacité à aller au fond des choses et qu'il a toujours eu et ce qui fait, il est très très fort sur plein de sujets. Et là-dessus, en fait, il a par lui-même créé le site sans savoir coder. Donc là, il apprend à utiliser Shopify. Donc voilà. Donc moi, si je caricature, il y a Darrell qui nous disent on vous confie 100 pièces. Ouais. On a un site Shopify de brick et de broc sur lequel on transforme le fichier de stock que Darrell nous met à disposition en un site, une vente. T'avais les photos, Darrell nous ont mis à disposition les photos. On le met sur le site, on prend une influenceuse, une photographe, on recrée du contenu, on le met sur Instagram. On avait 50 pièces à vendre, on en vend peut-être 10. Nous, avec Tim, on a l'impression d'être Jeff Bezos. C'est bon, on a vendu 10 pièces, c'est génial. En fait, toutes les marques avec lesquelles on avait déjà parlé, on les rappelle en disant d'ailleurs, il y a Darrell qui nous a fait confiance. Et machin. À chaque fois, tu fais une croissance. Là, vous êtes chez vous, vous avez des bureaux? Ah non, pas du tout. Là, on est chez les grands-parents de Tim. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, j'aime bien revenir. Bien sûr. Ah non, zéro bureau. Mais dans zéro. Le concret. Là, en fait, on a quitté honnêtement des situations confortables où on habitait chacun chez nous. On était bien, on se payait bien. Là, on se retrouve à retourner dans nos chambres étudiantes. Moi, je retourne chez mes parents, Tim retourne chez ses grands-parents. On est dans nos chambres étudiantes de quand on avait 16-17 ans, pain rond, et on se lance, tu vois. Et on emballe tous les colis nous-mêmes, on passe des nuits à emballer. Alors là, le SAV, je pourrais t'en parler pendant des heures. Oui, mais alors comment ça se fait justement pour ces premières expéditions? C'est pas Gérard Darrell qui les expédie pour vous? Non, il nous livre chez le grand-père de Tim. Ouais. Et tu as dit voilà, sur les 50 pièces que tu m'as donné à vendre, il y a les 15 là qui sont vendus. Qui sont vendus, il faut nous les livrer au 122 avenue Achille Peretti, 111 avenue Achille Peretti à Neuilly-sur-Seine. Et on emballe, on réquisitionne l'appartement des grands-parents de Tim et on emballe. J'ai des photos mythiques où on est par terre en train d'emballer 50 commandes avec Tim. Bon, et finalement, vous allez rentrer d'autres marques. Exactement. Et la croissance est par escalier par rapport avec les marques qu'on arrive à faire rentrer. Comment tu recrutes? Tu as parlé d'Instagram. Ouais. C'est ton seul canal de recrutement, parce que tu dis c'est on fait l'offre, mais enfin bon, il faut aussi quelque part des acheteurs. Ouais, alors on fait de la pub sur Insta, on travaille avec des influenceuses. Et tu la finances comment? Ça, c'est avec les premiers ronds que vous touchez sur les ventes? Ouais, en fait, on a un BFR qui est complètement notre avantage. Ouais. Parce qu'on paye les marques après avoir vendu les produits. Ouais. Donc déjà, on utilise le BFR pour financer notre croissance. En plus de ça, pour être tout à fait transparent, on prend la bourse French Tech. Je crois qu'on touche 21 000 €. Et on a un prêt Wilco qui nous donne 30 000 € chacun. Donc en fait, on a en gros eu grosso merdo 100 000 € pour nous développer pendant 1 an et demi. D'accord. Et on a utilisé ces 100 000 €. D'accord. Donc Insta, c'est le canal. Le canal d'acquisition client. Ouais. Et après, les gens, on les retarget via email. Comment tu fais les photos? Parce qu'en fait, sur Insta, tu le dis, hein, c'est vraiment la plateforme de l'image. Ouais.
la qualité de la photo est hyper importante. Ouais. Vous utilisez les photos déjà prises par Non, les marques. Comment vous faites? On a organisé aussi des shootings. Donc en fait, on a à ce moment-là, il y a Luce qui nous a rejoint, notre directrice artistique, qui est notre première recrue, et qui a managé de main de maître les premiers shootings. Donc en fait, on prenait une photographe, une mannequin, et ça nous coûtait très peu cher à l'époque. Et ça continue encore d'être bien maîtrisé. Et on recrée du contenu qu'on allait après mettre en avant sur Instagram. Ok. Et les photos d'Instagram, ce sont les mêmes que celles qu'on voit sur le site, ou il y en a... On utilise un peu, c'est un mix global. Okay. Bon, donc du coup, il y a de plus en plus de marques, des acheteuses nouvelles. Ouais. Comment vous... On ne peut pas parler encore de scaler la boîte, mais enfin, il y a un moment où l'appartement des grands-parents de Tim, il ne va plus aller. Comment il va falloir passer à l'étape d'après. Il va falloir le Shopify, il faut un petit peu le moderniser. Comment on fait? Alors, en fait, en 2019, on fait 1,4 million d'euros de vente. Donc ça, c'est le volume de vente. Volume d'affaires. GMV, TTC avant retour. Okay. Et on fait 1,2 million sur les 4 derniers mois de l'année. Donc en fait, tout est sur les 4 derniers mois de l'année. Et en fait, on a une croissance sur 2019 qui fait que je crois qu'on fait genre 2 000 en janvier, 10 000 en février, 30 000 en mars, 60 000 en avril, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, on lève des fonds. Auprès de qui? Auprès de Pierre-Édouard Stérin, d'Otium, de Eduardo Ronzano, qui est derrière le fonds Secret Fund, qui sont de très très bon niveau. Thibaut Keimer, le fondateur d'Arletty, et après quelques business angels. Donc vous levez à l'été à l'été 2019. On lève sur exactement. Donc on lève sur la croissance. On lève 1,2 million. Ok. On lève sur une belle perspective de croissance, mais en fait la vraie croissance, elle se passe juste après qu'on ait levé, avant même d'avoir pu utiliser les fonds qu'on avait levés. Tu vois. Ok. Et là, comment ça se passe en fait? C'est sur le dernier trimestre, où ça explose. Ouais. C'est quoi qui fait exploser le business? Les marques. En fait, on a vraiment réussi à faire rentrer des très belles marques à l'époque. Tu vois, un Vanessa Bruno que tu as mentionné, un Deptio. Je me souviens très bien de Deptio. En novembre 2019, on fait 175 000 euros dans la journée. Alors que la veille, on fait 10 000. Tu vois, on fait une très belle journée. Et là, ça a vraiment bien pris. Et donc là, on avait quitté l'appartement du grand-père de Tim. En fait, un de nos investisseurs nous avait prêté des bureaux. Et on avait outsourcé notre logistique chez Wing, notre ancienne boîte. D'accord. Donc ça s'est fait assez naturellement. On est toujours sur un Shopify gratuit. Toujours sur le même template? Ouais, toujours sur un template un peu pourri. Ouais. Ok. Ouais. Et ça fait le job? Ça fait hyper bien le job. Et on commence à se structurer un peu dans le SAV parce que ça commence à faire un peu de commandes. Mais tu vois, les retours, on les récupérait tous chez nous, dans nos bureaux. Et tous les matins, il y avait le postier qui nous déposait 20-30 retours. Tu vois, parce que jusqu'au moment où on ne pouvait plus faire les retours et on a changé de logisticien. D'accord. Le service client, tu le mentionnes. Ouais. Je suis bien placé pour savoir que dans ce genre de business, c'est quand même assez clé. Ouais. Il y a deux types de besoins à couvrir. La réassurance en avant-vente et puis après-vente, où est ma commande, bien sûr. ça fait 7 jours que j'attends, j'ai toujours rien, c'est pas la bonne taille, comment je fais pour retourner, tu connais tout ce genre de choses. Ouais. J'imagine qu'au début, c'est sur votre portable que ça sonnait, et puis très vite, c'est plus possible ça. En fait, nous, on a fait du SAV pendant très longtemps. Ouais. Même au départ, donc on faisait très peu de commandes, mais on appelait toutes nos clientes. Avec Tim, on se bloquait le vendredi après-midi et on appelait toutes nos clientes pour comprendre qu'est-ce qu'elles avaient bien aimé, qu'est-ce qu'elles n'avaient pas aimé, qu'est-ce qu'elles voulaient retrouver sur The Braderie. Tout comme on a écouté les marques pour savoir comment est-ce qu'on pouvait monter le service parfait pour vendre leurs anciennes collections, on a écouté nos clientes pour savoir comment est-ce qu'on pouvait monter la nouvelle destination shopping qui les plairait le plus possible. Tu vois. Donc on a vraiment été hyper à l'écoute de nos clientes. Et le SAV, je vais te dire, là on a eu on a fait un énorme mois de novembre 2020. On a été complètement dépassé par les volumes et on a eu un couac logistique, ce qui fait que Tim et moi on a annulé tous nos rendez-vous pendant tout le mois de novembre. On était au SAV et matin, midi et soir on a fait lundi, dimanche jusqu'à minuit tous les jours au bureau avec Tim en train de faire le SAV. Et maintenant on a une équipe de SAV qui travaille avec nous. On a un logiciel qui s'appelle Gorgias qui est très bien connecté avec notre Shopify, mais je reçois encore pas mal de calls tous les jours et Tim aussi. Si tu vas sur Instagram, alors je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir le garder, mais si tu vas sur Instagram et que tu cliques sur le contacter, il y a l'appel, c'est mon numéro de téléphone portable perso. Et je reçois 1, 2, 3, 4 calls par jour. Ouais. Mais j'aime bien parce que ça me permet de prendre conscience, tu vois, de quels sont les problèmes.
et de les remonter à nos clientes. Même si, tu vois, objectivement, là, on va faire, je pense, 50 000 commandes sur le mois d'avril. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir le garder pour que ce soit encore assez bon pour nos clients, en fait. Parce que si je peux jamais répondre, c'est déceptif. Mais là, comme j'ai encore le temps de les rappeler, je le fais parce que c'est que 3-4 calls par jour. Tim, il y a aussi son numéro sur certains des colis, donc il a aussi des calls. Mais jusqu'à ce que ce soit plus possible, moi je considère que c'est du temps hyper bien investi parce que ça me permet de vraiment comprendre quelles sont les problématiques que les clients voient et c'est la clé de notre business, quoi. Tout comme les marques, moi je m'occupe de la partie commerciale, je suis vraiment hyper hands-on avec nos marques partenaires. J'essaie d'être le plus possible hands-on avec nos clientes qui font tourner la boîte. Avant qu'on parle de 2020, parce que le turning point, c'est passage 2019-2020, Ouais. Et puis tu vas nous raconter 2020, qui est une année qui est quand même bien singulière, qui a dû jouer un accélérateur pour vous. Bien sûr. Comment vous répartissez les rôles entre Tim et toi ? Alors, tu as commencé à le dire, mais c'est parce que justement tu as commencé sûr. à le dire que je voudrais aller plus loin. Trop bien. En fait, on a un avantage énorme avec Tim, c'est qu'on se connaît super bien. Donc on se connaît depuis qu'on a 10 ans, et ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble tous les jours. Donc on connaît nos forces et nos faiblesses respectives. Et donc assez naturellement, moi je m'occupe de la partie commerciale. Et Tim va s'occuper de tout le reste, donc les opérations, le marketing et les finances. D'accord. Donc c'est hyper bien équilibré. Et on a parfois, tu vois, dans nos boîtes précédentes, on s'était moins bien réparti les rôles. Et là, quand on a lancé The Braderie, on a été très clair sur la répartition des rôles, ce qui fait qu'on ne se marche pas du tout dessus. Et comme on a une confiance respective aveugle, enfin tu vois, moi je considère que Tim c'est le mec le plus plus intelligent que je connaisse. Donc je suis le plus heureux du monde que ce soit lui qui s'occupe de tout ça, tu vois. Donc on est hyper à l'aise avec l'idée que chacun fasse les choses qu'ils ont à faire, et ça se passe honnêtement super bien. Ok, donc maintenant 2020, Ouais. je le disais, c'est une année particulière. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Comment vous appréhendez cette pandémie, ces crises successives, ces confinements ? Comment ça se passe pour vous ? Alors déjà, dire qu'on est appréhendé quoi que ce soit, la vérité c'est que non, tu vois. Parce que de toute façon, tout arrive au compte-gouttes. Nous, on termine 2019, on fait 1,4 million comme je t'ai dit, et on fait 1,2 million sur les 4 derniers mois, tu vois. Donc on sent une première traction du business. Et donc on se retrouve janvier 2019 ou février 2019 où on est 6 dans la boîte, Tim, moi et 4 autres personnes. Et on commence à vouloir se staffer un petit peu. On a de l'argent sur le compte parce qu'on a levé. Et en plus, avec le BFR qui est notre avantage, la croissance qu'on a eue sur les quelques derniers mois nous ont mis. Enfin, on avait des configurations pour pouvoir lever. Enfin, pardon, pour pouvoir recruter. Donc on commence à recruter. Le Covid arrive. Mars 2020, pardon. On a recruté 2 personnes, 2 commerciaux juste avant, je crois ils sont arrivés mi-février. Et là, on ferme les bureaux. Tout le monde va bosser de là où ils peuvent bosser. Et là, on est face à une zone d'inconnu complète parce que les marques commencent à annuler des opérations parce que leurs logisticiens ont fermé. À l'origine, début Covid, il y a plein de logisticiens qui ont fermé, donc les marques ne pouvaient plus nous livrer. Ils mettaient plein de gens en chômage partiel, donc les marques ne pouvaient plus nous fournir des offres. C'est un peu un cataclysme. On ne sait pas du tout où ça va, tu vois. Et on avait une belle traction sur la fin de l'année, on ne sait pas du tout où ça va. Nous, on doit changer complètement le management parce que les gens ne sont plus avec nous au bureau. Le télétravail, comment est-ce qu'on l'organise ? Il y a des gens qu'on venait de recruter, donc ce n'était pas du tout dans le plan de ne pas être avec eux. Comment on leur fait vivre vraiment The Braderie ? Comment est-ce qu'on leur transmet ce qu'on veut de The Braderie sur le téléphone ? C'est beaucoup plus complexe. Et au final, on a eu, je pense, la chance d'être entouré d'une équipe de dingue. C'est que tu vois, tous les gens qui nous ont rejoints, aujourd'hui, quasiment tout le monde est là. On s'est démené pendant le confinement pour aider les marques. En fait, le Covid a mis les marques dans des situations très inconfortables et parce que leurs magasins étaient fermés. Et nous, on est en tant que déstockeur un partenaire de confiance parce qu'on permet aux marques de vendre leurs anciennes collections, vendre du stock et de transformer ce stock en cash qui leur permettent en gros de vivre ou survivre, tu vois. Et là, on a eu une forme de cohésion d'équipe complètement dingue. Tout le monde finalement s'est retrouvé dans un mode de vie assez équilibré. Le business s'est très bien passé. On a fait des très beaux mois. Tu vois, on a fait notre premier mois à plus d'1 million. Je crois que c'était avril 2020, c'était notre premier mois à plus d'1 million. Mais la croissance s'est très bien organisée. On a continué à recruter. Et puis je pense que ça a changé notre boîte.
ça a changé notre boîte parce que déjà, ça a complètement changé. Alors attends, là tu parles justement de l'offre, Ouais. c'est-à-dire les marques. Ouais. Qu'en est-il du marché, des consommatrices? Mars 2019, personne n'achetait et on n'avait pas de stock de toute façon. Donc ça tombait pas mal. Et puis au final, les gens ont repris confiance en l'avenir. Et avril 2020, pardon, j'ai dit 2019, mais c'est avril 2020, les gens ont commencé à être assez rassurés, le chômage partiel. On a senti que, je pense que les Français ont senti que l'État allait relativement bien protéger la population. Et en fait, les gens, l'humain s'adapte. Donc la vie continuait. Et on a très bien vendu et nos clientes ont super bien répondu présentes aux différents offres qu'on a pu mettre en avant. Je le disais en introduction, 2020, c'est un CA qui fait x10. Ouais. On fait 1,4 en 2019 et 15 millions en 2020. 15 millions. Et tu disais qu'en 2019, c'était sur les 4 derniers mois de l'année que vous aviez fait 90% du chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez retrouvé cette configuration-là en 2020 On a fait 10 millions sur les 4 derniers mois. Ouais. Donc on a très bien marché sur les 4 derniers mois aussi. Comment t'expliques ça? C'est le cadeau. Ouais. L'augmentation du panier moyen parce que c'est des produits divers qui se vendent plus cher. Mm-hmm. Et puis nous aussi, c'est que notre courbe de croissance, elle fait qu'en fait, on a à 6 mois d'écart, on n'a pas le même programme de marque en fait. Parce qu'on a attiré des très très belles marques sur la deuxième partie de l'année. Aujourd'hui, vous avez combien de marques? On travaille à peu près avec 200 marques. D'accord. Mais on a réussi à attirer des marques comme lesquelles on n'avait jamais bossé sur le deuxième semestre 2020. Et on a fait des scores tu vois, dont on a vendu sur une opération de prêt-à-porter, on a vendu 25 000 pièces, tu vois. C'est quand même beaucoup. Et on a fait des super belles opérations. Et donc là, en fait, 2020, 15 millions de volume d'affaires. Ouais. 2021, c'est pas x10 quand même que vous attendez. On aurait bien aimé, tu vois, faire un 1,15 150. Mais ça va prendre un peu plus de temps pour arriver à 150. On va faire 50 millions d'euros cette année. On est sur les bons rails. On est un peu plus de 10 millions là jusqu'à year to date, donc fin avril. Donc ça va le faire. Vous êtes break-even? Ouais, on est rentable depuis septembre 2020. Ok. Ouais. Donc ça, c'est une super nouvelle. On a toujours voulu, tu vois, avec Tim, monter une boîte dans laquelle on avait de la visibilité, en fait. Et quand tu es financé par des fonds, ta visibilité, c'est 18 mois. Et 18 mois, en fait, c'est une fausse visibilité parce que pour entamer un process de levée de fonds, c'est 6 à 8 mois avant. Donc, en fait, tu as 10 mois, tu n'as même pas un an de visibilité. Et nous, c'est pas du tout un truc qui nous excite. Nous, on monte pas une start-up. Dans le mot start-up, on monte pas une start-up financée par des fonds extérieurs. On monte une boîte rentable dans un business model sain qui répond à une problématique claire et qui répond avec une proposition de valeur adaptée pour les marques aujourd'hui et qui correspond à une attente de nos clientes. Donc, c'est relativement sain le business qu'on monte. Je le comprends complètement, mais justement, en parlant de développement et sans parler de développement financier, bien que ça puisse être lié, aujourd'hui, vous êtes en France. Ouais. Avant qu'on commence l'enregistrement, on commençait à parler du cross-border. Ouais. C'est quoi votre vision sur la suite? Est-ce que ça reste franco-français ou alors vous avez bien des velléités internationales? Et si oui, comment vous envisagez les choses? Ou alors c'est encore à l'état de réflexion? Non, c'est plus à l'état de réflexion, c'est à l'état d'action. On a traduit notre site, on a adapté notre logistique pour expédier dans les pays limitrophes de la France. Et ça fonctionne rien qu'organiquement, tu vois. On est présent en Espagne, on est présent au Benelux, en Scandinavie, et on expédie plusieurs milliers de colis chez eux déjà. Et tu vois comment ça fonctionne. En fait, très clairement, on recrute une force commerciale sur place. Donc là, on vient de recruter un directeur commercial Benelux Scandinavie et qui travaille depuis 10 ans dans le monde de la vente privée. Donc lui, son rôle, c'est d'aller recruter des marques dans ces Exactement. pays. Et on recrute un profil similaire en Espagne en ce moment. Pour en fait, nous, ce qu'on veut aller proposer, c'est à la fois des marques fortes françaises qu'on va proposer sur ces pays-là, mais aussi des marques fortes locales qu'on va proposer, qu'on va utiliser pour aller attirer du monde sur ces pays. En fait, très clairement, quand tu as une marque forte, 1 euro investi te ramène beaucoup plus que quand tu as une marque moins connue. Et donc, nous, notre stratégie, c'est de s'appuyer sur des marques fortes, de faire du marketing ciblé, bien mesuré, pour aller se faire connaître. C'est ce qui a bien fonctionné en France. Tu vois, aujourd'hui, quand on a fait une pub télé là en mois de mi-mars, et cette pub télé, on l'a faite parce qu'on savait qu'en même temps sur le site et sur les jours qui allaient arriver, on avait un très beau programme, et c'est comme ça que tu convertis. Ok, très intéressant. Justement, on va revenir sur la dernière partie qui est celle de la relation client. On l'a évoqué à plusieurs moments dans notre conversation. Instagram, alors est-ce que déjà c'est que Instagram, les réseaux sociaux, ou est-ce que vous ouvrez à d'autres types de réseaux sociaux?
Tu as donné quelques chiffres de communauté finalement. Donc, comment ça s'organise concrètement chez vous, la gestion de tout ça ? Bien sûr. Alors, on est une communauté d'à peu près 1 million de personnes aujourd'hui qui est répartie entre une base email, une base follower Instagram qui a 280 000 personnes et un téléchargement d'app. On est une application qu'on a sortie début du confinement. Comment c'est organisé ? En fait, les trois ne vivent pas en exclusion les unes des autres. En fait, nous, on utilise vraiment Instagram comme un point d'entrée. Tu vois, la communauté qu'on va targeter aujourd'hui, les 18-35 ans, moi, ma copine, si on lui parle d'une marque, la première chose qu'elle va faire, c'est regarder sur Insta à quoi ressemble la marque. Donc en fait, nous, notre point d'entrée, à chaque fois que quelqu'un parle de The Braderie et qui arrive sur The Braderie, la personne qui ne te connaît pas, qui te regarde sur Instagram, voit que tu as 270 000 followers, que tu as telle et telle marque avec lesquelles tu as déjà travaillé, que tu es dans un univers léché, qu'on raconte l'histoire de The Braderie, qu'on raconte l'histoire des marques, c'est sexy. Ce qui fait que tu vas beaucoup plus facilement pouvoir aller acquérir ces nouvelles personnes qui ne te connaissent pas encore. Très bien. Juste une parenthèse dans ce que tu dis. L'histoire des marques, vous la racontez, mais vous l'écrivez avec les marques. Comment ça se fait ? Avec les marques. En fait, nous, on est un outil marketing pour les marques. Donc, elles vous fournissent le contenu ? On discute avec elles. Donc, d'accord. En fait, donc vous avez des ressources qui rédigent. On a différents pôles dans la boîte The Braderie. La partie commerciale qui va travailler avec moi sur aller sourcer les marques, aller sélectionner les offres avec les marques et travailler sur un rapport produit-prix attractif. Mais il y a aussi une partie marketing chez The Braderie qui est gérée par Robin, et on a Marie qui s'occupe des partenariats justement avec les marques. À chaque fois qu'il y a un deal qui est closé avec une marque, il y a Marie qui rentre en contact avec la partie marketing de la marque, donc son confrère ou sa consoeur, et qui vont travailler avec elle sur comment est-ce qu'on va raconter l'histoire de la marque chez The Braderie. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle avec Tim, on avait vraiment en tête d'utiliser The Braderie aussi comme un média pour mettre en avant l'histoire et l'ADN des marques avec lesquelles on veut travailler. Et c'est ce que les clientes viennent rechercher chez nous. Comment tu racontes une histoire sur Insta ? Parce que Insta, c'est le monde de l'image. Je te donne un exemple. Je vois que tu as une très belle mallette Fago. Et Fago font aussi partie des marques qui nous ont fait confiance parmi les premières. Et je m'entends super bien avec toute l'équipe de Fago qui sont... Nicolas, qui j'enregistre, qui est déjà passé sur le podcast, Nicolas Rohr, et qui repasse la semaine prochaine. Ok, très cool. Tu vois, nous, on va se mettre en accord avec Fago. Et on va créer des stories sur lesquelles on raconte l'histoire de Fago. C'est-à-dire le fait que Fago, c'est un produit acheté, un implanté. Même le fait que Fago, je crois ils sont passés entreprise à mission, on le raconte. Ils ont déménagé à Nantes, on le raconte. On peut même faire une petite interview des fondateurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on fait. Mais tu le racontes avec des images ? On le raconte avec des images, mais sur le texte, sur l'image, on écrit aussi un petit texte. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que je voulais tu vois, d'un côté un peu journalistique aussi, éditorial. C'est vraiment ça aussi ce qu'on va raconter. Et c'est hyper important, tu vois, parce que les gens qui connaissent... Alors, il y a peu de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas Fago, mais si on prend l'exemple d'une autre marque moins connue, c'est intéressant pour les gens de bien comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces marques. Même Fago, tu vois, tout le monde ne sait pas qu'ils sont entreprises à mission. Nous, on vient relayer cette information qui sont déjà très bien relayées dans les médias, mais nous, ils peuvent aussi... C'est hyper important pour la communauté qu'on va targeter de vraiment bien raconter l'histoire des marques. Bien sûr. Et pourquoi il n'y a que Insta ? Les autres réseaux sociaux ne sont pas... par exemple, je ne sais pas, TikTok, ça ne va pas ? Alors, on essaye TikTok, mais c'est plus compliqué. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que c'est un réseau qui est en ébullition permanente et qu'on a encore du mal à bien maîtriser, pour être tout à fait transparent. Donc, on n'a pas encore réussi à parfaitement bien adapter notre proposition de valeur sur The Braderie, adaptée à Instagram, à la transformer pour TikTok. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas demain, on y réfléchit, on regarde très attentivement ce qui se passe sur TikTok, mais ailleurs. Tu vois, ce matin, j'étais en call avec toute une équipe qui travaille chez Alibaba et tous les réseaux justement qui sont présents en Asie, que j'essaie de comprendre, tu vois, parce qu'on est conscient du fait que notre success story sur Instagram n'est pas éternel. Enfin, tu vois, demain, il y aura un autre Instagram. Il y en a d'autres qui sont, je pense par exemple à Pinterest. Ouais. Alors, on se développe un petit peu sur Pinterest, mais c'est moins adapté à notre événementiel. Nous, on est très sur l'événementiel et Pinterest est moins sur l'événementialisation. Okay. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est des événements. Sur le storytelling, on le fait un petit peu sur Pinterest, mais objectivement, on est, tu vois, on peut le dire, factuellement, on est très fort sur Instagram, on n'est pas fort sur les autres réseaux encore. Mais on commence à investir de plus de temps pour aller nous adapter à ces nouveaux réseaux. Il y a la communauté qui est présente sur les réseaux sociaux, sur Insta. Tu disais que tout à l'heure, tu recevais quelques appels directement de consommatrices depuis Insta.
Vous avez une ressource interne qui répond. Est-ce que c'est la même qui fait le service après-vente? Comment Alors, on a donc Gorgias, qui est un logiciel qui te permet de gérer ton SAV un peu à la Zendesk, mais qui est super bien connecté à Shopify et qui est hyper facile d'utilisation. Donc moi, je recommande vraiment Gorgias. Je crois même que ça a été monté par des Français. Je crois qu'ils le développent depuis les US maintenant. Mais c'est un très bon outil, super facile à mettre en place, très facile à prendre en main. Donc s'il y a des gens qui écoutent et qui hésitent entre quel CRM choisir, enfin pas quel CRM, mais quel outil SAV choisir, je leur conseille vraiment Gorgias. Mais en revanche, le chat Insta n'est pas connecté sur Gorgias parce que l'API du chat Insta n'est pas disponible encore. En revanche, on utilise un autre service qui s'appelle GetUbu, UBU, qui a été monté par 3 Français, super sympa, et qui utilisent en revanche, qui te permettent d'exploiter vraiment le mieux possible ta messagerie Instagram et ta communauté sur Instagram. Donc justement, nous, on utilise à la fois Gorgias et à la fois Ubu pour répondre de façon la plus rapide et la plus juste possible à notre communauté et interagir le mieux possible avec notre communauté sur Instagram. Ce sont les mêmes ressources qui font les deux, on est d'accord. En revanche, ce n'est pas les mêmes logiciels, mais c'est les mêmes ressources, c'est les mêmes personnes derrière. Tu parlais tout à l'heure rapidement, et un peu pour avoir le mot de la fin sur le CRM, tu disais qu'en fait il y avait 280 000 personnes sur Insta, il y a l'app, il y a le CRM. Ouais. Le CRM, vous l'exploitez comment? On a Klaviyo. Non, mais ce que je veux dire, pas en termes de solution. Ok. On envoie une newsletter ciblée à nos clients. Ok. En fait, tu vois, on shoot pas full base chacune des offres. En revanche, on va vraiment essayer de comprendre à qui va plaire l'offre. Mais vous l'avez bien segmenté en fait. On essaie le mieux possible de le segmenter. Alors, tu vois, c'est toujours pareil. Les ressources, elles sont toujours limitées. On navigue de façon mesurée, mais on a notre première personne en data qui arrive lundi, qui va nous permettre de nous améliorer dans la segmentation. Ok, très clair. Écoute, merci beaucoup, Edouard, pour cet échange qui est hyper concret, très opérationnel. C'est ce que j'adore, puisque ça illustre finalement le côté invisible qui se trouve derrière l'écran. Une entreprise qui vend via Instagram, c'est pas que de l'image. Derrière, c'est des vrais bonshommes qui racontent des vraies histoires et qui font des vraies opérations. Donc merci pour la sincérité, la simplicité avec laquelle tu nous as partagé tout ça. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Merci à Comexposium et à l'événement le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour la coproduction de cet épisode. Vous pouvez suivre Edouard probablement sur LinkedIn. C'est le meilleur endroit pour te suivre. Très bien. Edouard Caraco. Caraco comme un caraco. C'est ARACO. Voilà. C'est une petite pièce justement en textile. C'est un petit t-shirt. Tu vois, t'avais un nom prédestiné. Mon père était très fier parce que, alors même que ce soit pas du tout lié, j'ai vendu des caracos sur The Braderie, tu vois. Bon, écoute, j'étais très content moi aussi. C'est le petit clin d'œil de la fin. Merci en tout cas, merci à toi Edouard, et puis à très bientôt. Merci beaucoup Cyril.